Retrouvez dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche avec Vanessa de Sennart-Clans, historienne, spécialiste de la littérature française et des Lumières, autour de son ouvrage paru aux éditions Zoé, La bibliothèque retrouvée, un récit sous forme d'enquête, celle du destin d'une bibliothèque fondée au XVIIIe siècle, dont les 16 000 titres ont été dispersés à travers l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. En retraçant la trajectoire de ses livres, Vanessa de Sennart-Clans raconte aussi une page d'histoire oubliée. La rencontre, enregistrée mardi 18 novembre 2025, était menée par Sylvain Palmier. Bonjour à tous, bienvenue, merci à vous d'être venus. On accueille aujourd'hui Vanessa de Sennart-Clans qui vient nous présenter La bibliothèque retrouvée, une enquête qui est ici publiée aux éditions Zoé. Donc il y a vraiment une enquête, on va parler de ça juste après, et donc qui enseigne la littérature française à l'université de Humboldt à Berlin. Donc on va déjà la remercier parce qu'elle est venue de Berlin. Je n'ai jamais animé une rencontre avec quelqu'un qui venait d'aussi loin, donc merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Et donc c'est une enquête familiale, historique, qui va nous amener sur une histoire du livre et d'une partie de l'Europe. Et du coup, je voudrais commencer par aborder un des points de départ de cette enquête, qui est un meuble. En fait, ce qui vous a lancé dans cette enquête, c'est que il est arrivé entre votre possession un catalogue affiches. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce catalogue affiches et de comment il s'est retrouvé en votre possession ? Oui, merci beaucoup pour cet accueil. Je suis très contente d'être à Toulouse, d'autant que j'ai un fils qui étudie à Toulouse et qui est là, donc dans la salle, donc je suis très contente d'être là. Le catalogue, alors c'est le premier chapitre de mon livre qui s'appelle le catalogue affiches, et j'explique effectivement comment j'en viens en tant qu'historienne ou littéraire, spécialiste du siècle des Lumières, à m'intéresser à une bibliothèque qui a été fondée au XVIIIe siècle et qui se trouvait dans ma belle famille, qui appartenait à ma belle famille. Mais le catalogue dont vous parlez, c'est un meuble qui avait été emporté au moment où cette belle famille a fui la Poméranie orientale, qui se trouve aujourd'hui en Pologne. Donc, si vous représentez la Baltique, il y a le fleuve de l'Oder qui a permis on a reformé les frontières germano-polonaises le long du fleuve de l'Oder en 1945. Mais la partie qui était au-delà du fleuve faisait avant partie de la Prusse, et la bibliothèque à laquelle je me suis intéressée était une bibliothèque de Poméranie orientale. Le meuble, il avait été déplacé en même temps que des personnes. C'est-à-dire c'était un meuble qui avait suivi un flux migratoire. Il y a eu en 1945 un immense flux migratoire d'est en ouest, et surtout des populations allemandes qui fuyaient devant l'armée rouge et qui sont parties en catastrophe en mars 1945 et qui sont parties avec les choses dont ils avaient besoin pour survivre. Donc ce catalogue, c'était un objet assez insolite parce que c'est un meuble à peu près d'1,20 m ou 1,50 m de haut, avec 4 blocs et 16 tiroirs. Et ce meuble, il a été emporté dans un wagon de marchandises en mars 1945 en direction de l'Ouest, en même temps que des femmes et des enfants. Donc le meuble, effectivement, c'est le point de départ de ma recherche, c'est-à-dire pourquoi ce meuble se trouvait là et qu'est-ce qu'on en faisait 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un meuble qui contient... Et donc c'est un meuble qui contient des fiches de 16 000 ouvrages, c'est ça ? Et la question, c'est déjà... Qu'est-ce que c'est cette bibliothèque ? Comment elle a été constituée ? Quelle est son origine ? Comment elle a été créée ? Et à qui ça appartenait ? Ça appartenait
à votre belle famille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette belle famille et sur qui était en gros le créateur de cette collection immense pour l'époque? Alors peut-être qu'il faut que je me replonge dans la Prusse du XVIIIe, et ça va intéresser un public français, que la Prusse du XVIIIe, surtout la Prusse autour de Frédéric II, est très orientée du côté de la France. Et donc c'est un lieu qui est un peu un paradis terrestre pour les libraires, pour les éditeurs, pour les auteurs, qui, bien sûr, Frédéric II était un monarque autocrate qui avait eu des vues très précises et qui n'était pas un démocrate, c'est sûr, mais c'était en même temps un ami et un amoureux des livres et des bibliothèques. Et donc, au XVIIIe siècle, à sa cour, il accède au pouvoir en 1740, à sa cour foisonnent toutes sortes de gens qui travaillent dans les métiers du livre, donc des libraires, des auteurs qui fuient la France parce qu'ils ne peuvent pas être édités en France, comme la Métrique, comme le Marquis d'Argent ou comme d'autres auteurs. Et dans ce contexte-là, celui qui a fondé cette bibliothèque en Poméranie orientale est chambellan du roi. Donc, c'est-à-dire qu'il s'occupe, c'est une sorte de... Il a une tâche administrative à la cour de Prusse et il accède aux bibliothèques royales. Et il s'intéresse aux manuscrits qui circulent, qui sont souvent des manuscrits considérés comme clandestins. Enfin, c'est des manuscrits clandestins parce que c'est des manuscrits qui n'ont pas d'autorisation royale, qui sont interdits en gros de circulation. Et cet homme qui s'appelle Friedrich Guillaume, Friedrich Wilhelm, quitte la cour en 1745 et fonde une bibliothèque dans un lieu qui est complètement improbable, c'est-à-dire en race campagne, dans une toute petite ville de Poméranie orientale. Il crée une bibliothèque qui est le début de cette bibliothèque qui est en cela intéressante que il y a souvent des créateurs de bibliothèques, mais cette bibliothèque, elle est restée dans la même famille depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'en 1945. Et que le catalogue dont vous parliez à l'instant est le témoignage de ce monument à la culture qui a été cette bibliothèque pendant 2 siècles. Et est-ce qu'on sait comment il est passé du coup du statut de chambellan du roi à retourner en Poméranie pour se lancer dans ce projet un peu faramineux pour l'époque? Est-ce qu'on a une idée de ses motivations C'était une époque où la société était structurée de manière très clair en termes d'État. Il appartenait à la noblesse de Poméranie. Et son père avait des dettes, et il a dû retourner s'occuper de ses terres et remettre de l'ordre dans ses terres, en fait. Et donc c'était aussi quelqu'un qui s'occupait de produire du seigle, des pommes de terre et du schnapps. Et donc, cette bibliothèque, il n'en reste, en tout cas en votre possession, à part peut-être quelques ouvrages, mais surtout ce catalogue de fiches. Comment, à partir de ce catalogue, vous vous êtes lancé dans l'enquête? Quels ont été les moyens utilisés? Comment vous avez fait pour vous dire, je vais essayer de retracer l'histoire de cette bibliothèque, et quels ont été vos leviers pour retracer l'histoire de toute cette bibliothèque? Bon, il y a eu une série de coïncidences. D'abord, la première coïncidence, c'est que je suis spécialiste de littérature du XVIIIe siècle, et que quand à la mort de mes beaux-parents, qui habitaient une maison modeste, mais dans laquelle c'était une maison simple de gens qui avaient été réfugiés, qui avaient tout perdu, et dans cette maison, qui n'avait rien de spécial, il y avait des choses qui étaient complètement hors contexte. Il y avait par exemple un pan d'une tapisserie des Gobelins qui avait rien à faire dans cette petite maison avec des plafonds bas. Et il y avait aussi ce catalogue. Et donc, tous ces objets, il a fallu s'en occuper au décès de mes beaux-parents. Et la question s'est posée, que faire avec le catalogue d'une bibliothèque disparue? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, rationnellement, on vide, on se dit, on peut utiliser le meuble pour ranger des médicaments ou mettre je sais pas, le fourbi qui traîne dans les tiroirs, on peut l'utiliser de manière pragmatique. Mais c'était impossible. C'était impossible parce que cette histoire, c'était une histoire familiale, c'était une histoire de culture perdue, c'était une histoire de quelque chose qui avait existé mais dont on ne pouvait plus vraiment parler. Tout ça était
enfouis sous, on peut dire, les décombres de la catastrophe nazie, de la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. Et mes beaux-parents étaient des gens conservateurs, mais ce n'étaient pas du tout des gens revanchistes, c'était des gens qui acceptaient la perte qu'ils avaient subie. Ils avaient perdu leur terre, ils avaient perdu tout leur statut, ils avaient tout perdu. Et en même temps, c'était des gens assez éduqués et moralement éduqués, on peut dire, qui acceptaient que tout ça était la cause de cette Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ces objets étaient là, et la génération du dessous, donc mon mari et ses frères, avaient affaire avec ce patrimoine dont ils ne savaient pas très bien que faire. On ne peut pas jeter ça, mais qu'en faire? Et donc, la formule, ça a été de se dire, bon, il faut qu'on confie ça à des gens qui font des recherches sur la Poméranie. Donc, on a déplacé ce meuble de catalogue à Marbourg, qui ont un centre de recherche pour les territoires perdus de l'Allemagne, la Silésie, la Poméranie, Königsberg, etc. Et puis, au bout de 10 ans, il ne se passait rien, personne ne s'intéressait à ce catalogue. Et j'ai terminé ma thèse d'habilitation et j'ai déposé un projet de recherche à Greifswald. Et pendant 1 an, je me suis consacrée à cette histoire. D'abord de manière complètement scientifique, en essayant de comprendre pourquoi une bibliothèque au XVIIIe siècle, quel sens ça avait, tout ça. Et puis, je me suis rendu compte d'abord que tout ce qu'on m'avait dit, toute la transmission qui s'était faite, avait été interrompue. C'est-à-dire qu'il y avait eu tout un savoir qui avait été interrompu. Et c'était, je crois que la notion qu'on peut utiliser, c'est l'idée d'une mémoire empêchée, quelque chose qui ne passe pas. Et je me suis rendu compte que, contrairement à ce que disait l'aîné de mes beaux-frères, ça va pas t'intéresser, tout ça, c'est des histoires de Poméranie. Il s'agit que de sermons, d'homélies des ducs du XVIIe siècle. C'est très ennuyeux. Ou des traductions de Luther en Plattdeutsch, donc en allemand, en bas allemand. Surtout, ça va pas t'intéresser. Et en fait, avec ce catalogue, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce catalogue, je me suis rendu compte à quel point cette bibliothèque avait été intéressante. Donc, si vous voulez, j'ai dû faire un peu marche arrière. J'ai dû essayer de retrouver des choses par moi-même, et souvent un petit peu à rebours de ce qu'on m'en avait dit. Et donc, effectivement, cette bibliothèque avait un intérêt intellectuel très fort. Et du coup, qui l'a fréquentée à l'époque quand elle a été fondée? Quelle utilité elle avait? C'était une bibliothèque privée? C'était ouvert aux gens? Au début, c'était une bibliothèque privée. C'était l'idée qui était très répandue à l'époque que pour être un homme heureux, il faut vivre un peu en retrait. Il y a cette idée de Horace qui est dans la poésie latine que vous devez connaître, de vivre une vie paisible en retrait et d'observer le monde depuis un lieu de retraite. Et pour que ce lieu de retraite soit un lieu heureux, il faut qu'on ait accès au savoir, à des connaissances. Donc au début, cette bibliothèque, elle a été conçue de manière complètement privée. C'était pour le bon plaisir du fondateur de la bibliothèque qui consacrait une partie de son temps à ses terres et à remettre de l'ordre dans ses cultures et dans son agriculture, mais qui, par ailleurs, ne s'intéressait qu'à des manuscrits interdits et à des livres de Voltaire et du Marquis d'Argent et de la Métrie. Donc, au début, ça a été une collection privée. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des générations, il y a eu plusieurs collectionneurs, il y a eu aussi des femmes collectionneuses, et que cette bibliothèque s'est agrandie au gré des intérêts des uns et des autres, et qu'il y a eu qu'elle s'est agrandie, et puis qu'elle est devenue, au début du XXe siècle, un lieu que les savants consultaient, parce que c'était devenu aussi une bibliothèque spécialisée sur le duché de la Poméranie. Donc des savants venaient de Greifswald, de Stettin ou d'ailleurs pour consulter des documents qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Et comme vous abordez un peu la question dans votre livre, quid des femmes, puisque vous abordez, entre autres, la question d'une personne qui s'appelle Charlotte Henrietz. Oui. Est-ce qu'elles avaient le droit de fréquenter la librairie? Est-ce qu'elles ont aussi participé à son élaboration, etc. Ou est-ce que c'était quelque chose, entre guillemets, exclusivement réservé aux propriétaires des lieux et à ses amis? Alors, les livres, peut-être que je dois commencer par dire que
donc la bibliothèque a été complètement éparpillée le 3 mars 1945. Les livres sont sous contrôle de l'Armée rouge, qui partent de la Poméranie en 1947. Donc pendant 2 ans, la bibliothèque est encore sous le contrôle soviétique. Puis les livres sont... Il y a des collectionneurs de livres qui prennent certains livres et les emportent vers Moscou ou Saint-Pétersbourg. Et puis les livres sont distribués dans différentes provinces de l'Union soviétique. Mais le gros de la bibliothèque arrive en Pologne, dans une bibliothèque universitaire qui s'appelle Łódź, qui est une ville à 130 km de Varsovie. Et j'y étais, et donc je vais répondre à votre question. C'est encore une longue histoire, mais j'ai compris en consultant et en étant dans une salle des livres anciens à Łódź que nombreux des livres qui appartenaient à la bibliothèque étaient annotés et comprenaient des signatures d'une femme. Cette femme, c'était Charlotte Henriette, qui était la femme, l'épouse du fondateur de la bibliothèque. Ce qui est, au vu de ce que j'ai pu comprendre en consultant les livres, c'était une grande lectrice de poésie et de littérature du XVIIIe française, et c'était une voltairienne. Et cette femme, elle a, à mon avis, elle a eu un rôle fondamental dans la collection à ses débuts. Et ensuite, une fois que ce couple qui a lancé cette collection, qui a créé la bibliothèque, c'est arrivé du coup jusqu'à la génération au moins de vos beaux-parents. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Qui s'en est occupé? Est-ce que les enfants, petits-enfants ont continué de s'occuper, de l'agrandir, ou est-ce que c'est tombé en désuétude et finalement ça a été repris des générations après? Ou est-ce qu'on sait un peu le fil conducteur de cette bibliothèque? Ce qui est intéressant, c'est que cette bibliothèque n'a pas vraiment de fil. Peut-être le fil conducteur, c'est la Poméranie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cet homme qui avait fondé la bibliothèque, marqué par les idées des Lumières, marqué par l'empirie, marqué par la philosophie anglaise et par l'idée de la rationalité, cet homme a compris que dans sa province, vraiment dans ses campagnes un peu reclus, il fallait qu'il s'intéresse à l'histoire de l'ancien duché de la Poméranie. Et donc ça, c'est peut-être un axe de la bibliothèque qui a été cultivé au fil de toutes les générations. Les gens ont acheté des manuscrits qui concernaient l'histoire de ce duché qui a disparu à la fin de la guerre de 30 ans. Donc ça, c'est peut-être un axe ou un point d'ancrage de cette bibliothèque. Mais sinon, la bibliothèque a eu toutes sortes de collectionneurs et d'amoureux des livres, et chacun avait ses intérêts. Mais il y a eu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs collectionneurs et donc plusieurs thèmes de recherche et axes de la collection. Et donc c'est au fil de ces générations et de l'accumulation d'ouvrages que du coup cette collection est arrivée entre les mains de Karl, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est lui qui a connu entre autres la montée du nazisme. Oui. Et c'est lui aussi qui avait du coup repris entre guillemets le flambeau de entretenir cette bibliothèque et d'en transmettre un héritage. Comment est-ce qu'il a vu lui l'arrivée des nazis au pouvoir? Est-ce que ça l'a inquiété? Oui. Alors je crois qu'il faut peut-être rappeler que la Prusse à cette époque, l'Allemagne a eu des structures féodales beaucoup plus longtemps qu'en France. Vous avez eu la Révolution. En Allemagne, je dirais jusqu'au début du XXe siècle, il y avait des structures féodales. Et cette famille faisait partie de la noblesse de Poméranie. Et donc il y avait des structures comme le patronat de l'Église, comme même le droit de juridiction. Tout ça a perduré très très longtemps en Prusse. Et donc il faisait partie de ce monde-là. C'était un monde orienté vers le passé, conservateur, qui peut-être était nostalgique du Kaiserreich. Donc Karl, le dernier bibliophile, c'est un homme
c'est un amoureux des livres, c'est quelqu'un qui reprend à bras-le-corps cette collection et qui veut lui donner un sens et qui veut la moderniser. C'est lui qui crée ce catalogue, c'est lui qui ajoute une aile à son château pour les livres. Mais c'est aussi un homme de l'ordre, c'est quelqu'un qui croit au droit. Et donc, il fait partie, si vous voulez, des conservateurs, mais qui voit aussi avec horreur l'arrivée des nazis au pouvoir. Mais c'est quelqu'un qui a à l'époque déjà 70 ans. Il a perdu 2 fils, un dans le contexte de la guerre, le deuxième qui est mon beau-père qui est sur le front russe. Et il est à 70 ans, il vit dans ce château qui est devenu le quartier général de la Wehrmacht, qui a été réquisitionné par la Wehrmacht. Donc sa marge de manœuvre est assez limitée en 1945. Il essaie de sauver les meubles. Et en l'occurrence, il sauve le catalogue, mais il sauve aussi la vie de femmes et d'enfants en 1945, en donnant la priorité à l'évacuation des femmes et des enfants sur l'évacuation de sa bibliothèque. Ce qui est, oui. Oui, c'est ça. Quand les Russes arrivent, il y a quand même 2 wagons qui sont alloués normalement pour la bibliothèque. Et voilà, finalement, il va devoir composer avec les entre guillemets, directives de ses ancêtres, de ses aïeux, qui lui ont indiqué que la priorité c'était la bibliothèque. Finalement, il ne va pas faire le choix de la bibliothèque, à part le meuble. Il va avoir d'autres priorités. Mais comment ça s'est passé, cette fuite, du coup est-ce qu'on sait un peu comment il a vécu, du coup, le fait de devoir abandonner tout ça et de mettre fin à un héritage auquel il s'est occupé une grande partie de sa vie? En fait, quand je me suis replongée dans les sources et les documents, je me suis rendu compte à quel point ça avait été tragique, en fait. Ça avait été vraiment tragique parce que les gens, ce qu'on ne comprend pas, c'est on comprend, c'est à quel point les gens il y avait une terreur nazie épouvantable. Les gens qui partaient, il y a une femme qui est partie avec ses enfants quelques jours avant que l'ordre, il n'y a pas eu d'ordre d'évacuer la ville, mais la ville, c'était clair que l'armée rouge arrivait et que la population civile était très très en danger, et une femme avait décidé de partir avec ses enfants quelques jours plus tard. Elle a été pendue haut et court par les nazis, parce que c'était considéré comme du défaitisme. Donc tout signe de s'organiser pour prendre la fuite, pour partir, pour évacuer sa collection, était considéré comme une forme de défaitisme. Donc c'était très très difficile de préparer quoi que ce soit. Il a pu sauver une partie de la collection, ou seulement les manuscrits et le meuble, parce que l'armée avait donc établi son quartier général dans son château. Et comme la collection avait été nationalisée par l'État, il a pu dire, puisque cette collection est jugée d'importance nationale par l'État allemand, par le Reich allemand, alors il faut l'évacuer. Donc il a argumenté en juriste, il a obtenu ces 2 wagons, et puis au moment où l'armée disparaît, il se rend bien compte qu'il faut qu'il donne la priorité à la population, à ses cousines, à ses sœurs, aux voisins et aux enfants qu'il connaît. Donc, dans le wagon qui doit transporter la bibliothèque, il y a 17 femmes et enfants qui partent avec le catalogue, des tableaux enroulés en rouleaux sans les cadres, et des cartons avec des manuscrits. Et ça, tous ces cartons, est-ce qu'ils sont encore dans la famille? C'est des personnes diverses et variées de la famille qui les ont encore, ou ils ont fini par être aussi dispersés au fil des générations? Est-ce qu'il y en a qui gardent dans votre famille, enfin dans votre belle famille, qui gardent ces ouvrages, ces objets un peu curieux, ou est-ce qu'il y a un désintérêt maintenant pour cette histoire de bibliothèque disparue? Le dernier propriétaire, c'était donc Karl. Son fils, c'était Ferdinand, c'était mon beau-père, qui était né en 1909. Donc vous voyez, ça fait quand même une grande différence de génération. Et mon beau-père s'est occupé de mettre de l'ordre dans tout ça. Il y a eu après la division de l'Allemagne. L'histoire allemande est compliquée, hein. Donc les manuscrits sauvés qui ont évacué en Thuringe arrivent chez des cousins en Thuringe, sont sortis dans un autre château, mis en sécurité. Mais la Thuringe est échangée contre Berlin-Ouest. C'était une zone américaine.
les Américains avaient conquis la Thuringe, et puis c'est échangé contre Berlin-Ouest, et donc ça redevient une zone soviétique. Donc les manuscrits évacués sont en partie repris par l'Armée rouge. Juste pour vous donner un exemple concret, le livre d'or, vous voyez le livre où les gens signent dans un château pour dire quelle magnifique soirée on a eue, merci beaucoup, etc. Le livre d'or du château, il est évacué de cette petite ville de Poméranie, transporté en Thuringe. L'Armée rouge s'en saisit avec d'autres documents. Il circule jusqu'à Moscou. Et à Moscou, dans les années 57, en 1957, l'Union soviétique décide qu'il faut soutenir l'Allemagne socialiste, donc la RDA, et donc leur redonner certains documents. Mais on ne fait pas le tri. Donc parmi les ouvrages qui refont le voyage dans l'autre sens, en 1957, il y a des manuscrits qui viennent de cette collection, dont le livre d'or, avec toutes les remerciements pour le délicieux dîner, vous voyez. Et donc ça, pour retrouver du coup la trace, le cheminement de tous ces manuscrits à travers une bonne partie de l'Europe, puisque maintenant il y en a quelques-uns en Allemagne, en Pologne, etc. Vous avez arpenté du coup des diverses archives et autres, des fois parfois plus ou moins faciles d'accès, parfois plus ou moins accueillantes en fait. Là, ça a été un gros travail aussi d'enquête, oui. D'enquête sur du coup comment vous avez pu faire en Pologne pour retrouver les traces de ces documents. Et est-ce que les Polonais ont un intérêt, eux, sur cette collection qui, finalement, s'est retrouvée en bonne partie en Pologne Alors, pour les Polonais, c'est très compliqué, toute cette histoire, parce que c'est lié à leurs propres histoires, leur propre deuil. Vous voyez, ces histoires de bibliothèque, c'est des histoires de deuil symbolique. Bien sûr, pour une famille allemande qui a été réfugiée, l'histoire d'une bibliothèque disparue, c'est un deuil. Mais en Pologne, il y a autant de deuils. Enfin, il y a des deuils tout à fait comparables, ou pire encore, parce qu'en partant de Varsovie, l'armée nazie a mis le feu à des collections, à des bibliothèques, à la Bibliothèque nationale. Et donc ça, c'est un souvenir qui est très très vivace dans la mémoire collective polonaise. Et d'autant plus douloureux que l'étendue des pertes n'est pas mesurable, parce que les catalogues ont également brûlé. Donc ces livres allemands qui se sont retrouvés sur un territoire devenu polonais, comme ça, à Potsdam, à la conférence de Potsdam, Churchill, Staline et Roosevelt décident, ok, la Pologne, on la déplace, tchouk, comme ça. Et l'ancienne Ukraine, on déplace les populations à les frontières comme si c'était un jeu sur une carte. Et donc, pour les Polonais, ils se sont retrouvés détenteurs de collections, de bibliothèques, de Silésie, de Poméranie, en Prusse orientale, etc. Mais pour eux, c'était dans une autre langue, dans une langue peut-être qu'ils ne maîtrisaient pas, l'allemand à l'époque. Et donc, c'est un statut compliqué. Donc, ces collections, en l'occurrence de ma belle famille en Pologne, ça a été très compliqué parce qu'il a fallu comprendre le deuil polonais pour comprendre leur réticence parfois à montrer ou même à conserver ces collections. Les livres allemands, alors, l'exemple que je cite souvent parce qu'il est finalement assez parlant, il y a eu la bibliothèque de Prusse, la Preußische Staatsbibliothek, à partir de 1941, évacue ses collections. Parce que Berlin est bombardé. La Preußische Staatsbibliothek, qui est la plus grande bibliothèque, enfin une immense bibliothèque, c'est vraiment une ville, c'est les ombres blanches de Toulouse, mais c'est vraiment un quartier de la ville. Cette bibliothèque commence à évacuer ses collections à l'est et à l'ouest. Et donc les collections évacuées de la Preußische Staatsbibliothek se sont également retrouvées en territoire polonais, avec des partitions de Jean-Sébastien Bach, avec la symphonie numéro 8 de Beethoven, avec le fonds Humboldt, avec le fonds Heinrich Heine, avec le fonds Kleist, avec les grands auteurs, des grands fonds d'autographes et de manuscrits et de livres et de premières éditions se sont retrouvés en territoire polonais à partir de 1945. Et c'est un sujet qui est toujours... c'est un sujet qui n'a
pas encore trouvé de solution. C'est toujours l'objet d'un débat entre l'Allemagne et la Pologne. Et donc, dans le cas de mes beaux-parents, si vous voulez, de la collection de ma belle famille, les livres, ils ont été conservés, mais pas aimés, si vous voulez, pour le dire de manière un peu rapide. Pas aimés, pas classés, pas soignés, pas protégés contre les souris et les vrillettes et tous les rongeurs qui aiment les livres. Donc c'est des collections qui ont un statut un peu difficile en Pologne. Est-ce que vous pensez qu'il y a un projet qui pourrait voir le jour avec cette bibliothèque sur la région de la Poméranie, parce que du coup c'est une région qui est un peu divisée aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un intérêt de ressortir entre guillemets cette bibliothèque pour en faire, je sais pas, un musée ou quelque chose sur l'histoire de la Poméranie, même si c'est maintenant effectivement une zone qui est relativement divisée? Et est-ce qu'il y a encore une espèce de conscience collective sur cette région, ou vraiment c'est quelque chose qui est... Alors, donc la Poméranie, c'est à la fois une partie d'un land allemand, Mecklenburg-Vorpommern, et la Poméranie polonaise. Et quand on est à Greifswald, qui est donc le long de la frontière, près de l'Oder, en Allemagne, les gens de Greifswald disent notre capitale est en Pologne. Vous voyez ? Et donc, mais il n'y a pas... Alors, oui, il y a beaucoup de choses qui pourraient lier et qui devraient lier ces deux Poméranies, polonaises et allemandes. Et c'est un espoir que les choses aillent dans le sens que vous proposez, parce que c'est le sens de l'Europe et c'est le sens de l'avenir, de cultiver ensemble une mémoire qui est bien plus ancienne que celle de 1939-1945. Mais cela dit, je ne pense pas que les collections qui se trouvent maintenant à Łódź dans une bibliothèque universitaire soient déplacées elles pourraient être déplacées à Stettin, mais je ne sais pas si les gens de Łódź seraient d'accord. Ça pourrait rester dans le territoire polonais, mais je ne pense pas que... On peut rêver, pourquoi pas, mais c'est de l'ordre de l'utopie, là. J'aurais essayé. Et du coup, on peut voir, est-ce que vous vous attendiez, quand vous avez commencé cette enquête, à tomber sur une histoire? En fait, on voit au travers cette enquête que c'est très lié, du coup, les grands passages de l'histoire de la bibliothèque sont vraiment marqués par les passages des guerres, etc. Et à ce que, en retraçant l'histoire d'une bibliothèque, on puisse autant retracer l'histoire de toute une partie de l'Europe, voire de l'Europe entière. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez quand vous avez commencé cette enquête, ou est-ce que vraiment vous attendiez, entre guillemets, juste retrouver la trace de ces livres, ou en tout cas essayer, voire même, est-ce que vous attendiez à avoir autant de résultats en ouvrant ce tiroir à fiches? Je ne sais pas si je m'y attendais, mais j'ai été très vite captivée par cet aspect-là de la recherche. J'ai trouvé absolument fascinant. Je veux dire, vous parliez par exemple de cette femme qui est une voltairienne. Alors, le livre, il y a un livre que j'ai retrouvé à Łódź qu'elle a annoté. Mais ce n'est pas une petite annotation. Elle est rentrée en dialogue avec Voltaire, elle a mis des notes, elle l'interpelle, elle lui dit « là tu te trompes », elle rajoute... Elle commente le texte. Et ce livre se trouve à Łódź. Ce livre, c'est la philosophie de l'histoire. C'est quand même curieux. Et donc, si on réfléchit à ce volume, la philosophie de l'histoire, commentée par une femme au XVIIIe siècle, qui se trouve aujourd'hui en Pologne. Le même livre, celui qui se trouve en Pologne, on peut le downloader sur Gallica. Il existe. On peut le lire, on peut tourner les pages, c'est les mêmes pages, sans les annotations. Mais entre les deux, je préfère le livre annoté. Parce il raconte l'histoire d'un volume que Voltaire n'a pas pu publier sous son nom. Donc, Voltaire écrit, au lieu d'écrire Voltaire, la philosophie de l'histoire, on lit la philosophie de l'histoire par Feu l'abbé Bazin, une construction imaginaire et pratique pour Voltaire. Et puis on lit après la philosophie de l'histoire, Amsterdam, 1765. Faux, tout est faux, c'est pas Amsterdam, c'est Genève. Ce livre est transporté de Genève à Paris. Ensuite, il arrive à Leipzig, il est acheté pour cette bibliothèque de Poméranie, et aujourd'hui il est à Łódź avec des annotations, plusieurs types d'annotations, mais dont les annotations de cette femme. Et ça, je trouve fascinant, ce parcours des objets
et cette biographie des objets. En fait, c'est pas très original. C'est depuis une trentaine d'années, on s'intéresse à la biographie des objets. Les anthropologues s'intéressent à la biographie des objets, mais il y avait eu à la British Library une exposition sur l'histoire du monde en sans objet. Donc on peut raconter plein de choses en racontant le cheminement, la pérégrination des objets dans le temps et dans l'espace. Et ce qu'il a représenté, en fait. Et parmi ces objets très particuliers, moi, il y en a quelques-uns que j'ai notés. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la fameuse la carte de Lubin? Je m'excuse pour mon accent qui doit être désastreux. Mais... Alors, la carte de Lubin, au cours de mes recherches, j'en ai retrouvé une de celles qui avait été évacuée dans le fameux wagon, qui était atterri en Thuringe, et qui avait été... Quelqu'un s'en était saisi, et ça avait fini dans un musée. Et en 2017... le musée, parce que j'avais fait des démarches, je m'étais intéressée, le musée en question à Leipzig nous a dit « Est-ce que ça vous intéresse, que c'est à vous ?» Parce qu'il avait le sigle de la bibliothèque. Donc on l'a maintenant, cette carte qui est grande comme ce mur. C'est une carte d'un duc, enfin, c'était une commande du dernier duc de Poméranie en 1618. Il demande à un poète qui est aussi mathématicien, qui s'appelle Lubin, d'arpenter son duché de Poméranie, de part et d'autre du fleuve de l'Oder, et d'en faire une carte aussi précise que possible. Et quand même, alors c'est un mélange incroyable entre la précision mathématique des lieux, les choses sont assez claires, et puis c'est l'univers baroque, on voit les généalogies des ducs de Poméranie, on voit la liste de tous les poissons qu'on peut pêcher dans le duché de Poméranie, la liste de toutes les villes, la liste de toutes les familles nobles. Donc c'est un univers très riche, très foisonnant. Et cette carte, elle a été imprimée à Amsterdam en 1618. Mais le papier était cher à l'époque et le duché était pauvre. Et le duché disparaît au moment de la guerre de 30 ans. Donc plus personne ne s'intéresse à cette carte d'un duché disparu. Et au XVIIIe siècle, le fondateur de la bibliothèque, lui, s'y intéresse. Et avec un ami, il retrouve les cuivres de cette bibliothèque et la font réimprimer. Donc il y avait dans la bibliothèque dont je parle plusieurs, je crois 5 ou 6 cartes de Lubin, qui était un objet très, très représentatif de cette collection. Et dans les autres curiosités, on va dire, il y avait un portrait de Sidonia von Bork, je m'excuse encore pour la prononciation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui était cette personne et comment elle s'est retrouvée dans cette collection? Alors, la famille Bork, c'était une famille voisine, c'était aussi une famille noble de la région. Mais cette Sidonia, c'était une femme qui a fini sur le bûcher, considérée comme c'est une des dernières femmes brûlées en tant que sorcière. Et elle a été brûlée en 1600, je crois 1600. Alors, je ne sais plus exactement, je ne peux pas dire la date exacte, mais ça doit être 1620, 1630, à Stettin, alors qu'elle était déjà âgée. Et c'était une femme qui convenait à personne, qui avait le don de se disputer avec tout le monde et qui, rétrospectivement, semblait un sacré caractère et que la famille avait essayé de mettre dans un couvent où elle avec une hache, elle cassait les portes de son couvent. Et c'était quelqu'un qui... Et puis elle était assez belle, donc on avait décidé que si le duc n'avait pas d'enfant, c'était parce qu'il avait été séduit par Sidonia. Il y avait toutes sortes de légendes qui circulaient autour de ce personnage. Donc c'est une figure absolument tragique de l'histoire de Poméranie, mais c'est devenu aussi, au XIXe siècle, une figure, un personnage romanesque qui apparaît chez différents auteurs allemands, mais aussi anglais. Et donc il y a plusieurs récits autour de ce personnage, aussi dans la littérature anglaise. Donc elle a inspiré toutes sortes de textes. Voilà, donc en fait c'est une bibliothèque, mais c'est aussi une espèce d'immense cabinet de curiosité. Il n'y avait pas que des livres, il y avait des choses vraiment exceptionnelles et uniques.
Je voulais juste poser une petite question sur, quand même, du coup, après la fuite, qu'est-ce qui reste du château, le lieu d'origine de la bibliothèque? Est-ce que c'est disparu? Ça se visite? Parce que c'était, j'imagine, une belle demeure d'une famille aristocratique de Poméranie. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet endroit? Alors, nombreuses de ces demeures ont été à l'abandon, et il y a une demeure à côté. Il y en a plusieurs parce que il y avait ce château, puis il y avait d'autres maisons, et nombreuses ont disparu. Où on voit, par exemple, on va se promener dans la campagne, puis on voit encore les marches d'un parvis, puis derrière des arbustes, où il ne reste plus rien. En l'occurrence, l'État polonais, la République populaire polonaise, on a fait une école agricole. Donc, ça a été chauffé, donc ça a été maintenu, ça existe toujours. Et c'est un château qui est utilisé par la ville comme un lieu pour célébrer les mariages. Donc c'est devenu une dépendance de la municipalité. À vrai dire, ça a eu une fonction sous le régime socialiste, et maintenant c'est un peu plus difficile. Je crois que ça coûte très cher de chauffer un lieu pareil, et il n'y a pas encore vraiment d'usage pour une telle demeure. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y aller? Est-ce qu'il reste des marques du passage de votre belle famille dedans, ou vraiment ça a été rénové, il n'y a plus rien? Non, alors rénové, on ne peut pas dire. Non, ce n'est pas dans un très bon état. Ce qui était pour mon beau-père très important, c'était la tombe de ses 2 frères. Il avait 2 frères. Juste pour vous représenter la chose, lui est un réfugié de l'Est, il rentre en 1948 de Morons, donc il a été prisonnier de guerre jusqu'en 1948, puis il vit sa vie, il devient diplomate. Bon. Mais une chose qui le poursuivait, c'était l'idée que la tombe de ses frères soit sur une terre complètement inaccessible pour lui. Ce n'était pas tant les objets que le lieu où ses frères étaient enterrés. Donc dans le parc, il y a des tombes, et lui espérait que ces tombes aient été recouvertes de mousse pour que ça ne soit pas saccagé, ou voilà. Mais donc non, l'endroit est pas très, ça fait pas rêver, disons. Ouais. Et après la fuite, est-ce qu'il y a eu une volonté de réinvestir cet endroit, ou vraiment il y a eu Mais il y a eu l'acceptation Mais il y a eu une rupture historique nette. D'abord, c'était inaccessible comme lieu. C'était ce que je vous dis avec les tombes. C'est qu'on pouvait, pendant toute la période du rideau de fer, et c'était des années, c'était impossible même d'y aller. Et puis après, d'y aller en tant que les anciens propriétaires, c'était compliqué. On y avait été dans les années 2000. Vous vous rendez compte, c'était 75 ans après la fin de la guerre. On avait demandé une autorisation au maire de pouvoir entrer dans le château. Et il n'avait pas été tellement content, ça avait été compliqué. On avait fini par obtenir l'autorisation. Et des cousins plus âgés de mon mari nous montraient, voilà, là, c'était là. Il se rappelait de ses souvenirs, mais c'était un lieu qui était inaccessible. Donc non, la réponse est non, oui. Oui, donc finalement c'est plutôt vous qui avez repris le flambeau de cette bibliothèque et qui avez lancé cette recherche, et du coup vous avez eu des retours par mail. Moi je ne m'attendais pas à... En fait, est-ce que vous avez eu beaucoup de gens qui vous ont contacté en cherchant une cote ou en voyant un vieil ouvrage, et qui en faisant des recherches sont tombés sur votre projet de recherche, et il y a eu beaucoup de retours comme ça un peu? Oui, alors c'est vrai que je m'y suis intéressée parce que j'ai la chance de ne pas venir d'un pays qui avait... Je suis d'origine suisse, et c'est vrai que la Suisse a été très épargnée par le XXe siècle, par les guerres du XXe siècle. Et donc moi, j'avais un regard complètement différent sur cette histoire. Je me suis intéressée comme on s'intéresse à l'histoire. Je veux dire, il y avait l'histoire du XVIIIe, l'histoire des livres, mais aussi l'histoire du XXe. Toute cette catastrophe du XXe siècle, ça m'a passionnée. Donc j'ai trouvé que, en tant qu'objet intellectuel, c'était une aventure passionnante. Donc oui, c'est vrai que j'ai repris le relais parce que dans un sens, j'étais en position de le faire. Et puis maintenant, j'ai oublié votre question.
C'est que vous avez eu des... Moi, j'ai été surpris, en fait, au début, que vous ayez des retours par mail. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'en lançant un tel projet, des gens vous contactent. Bon, mais ce livre, j'ai mis des années à l'écrire parce que j'ai fait d'autres choses à côté, mais aussi parce que que je raconte aussi la complexité de telles recherches qui prennent du temps. Donc, on écrit, on reçoit pas de réponse, il faut relancer les gens, etc. Mais une idée, et ça a été grâce à la génération, encore une génération de mon neveu, qui est maintenant à 45 ans, donc il y a des décalages de génération dans ma belle famille. Ça a été de mettre ce catalogue de la bibliothèque en ligne. De dire, OK, on crée un site. La bibliothèque s'appelait Bibliothèque Schloss Plate, donc bibliothèque du château de Plate. Et on a créé un site et on a photographié, on n'a pas numérisé, mais on a scanné toutes les cartes pour que des Polonais à Łódź puissent voir dans quel contexte les livres s'intégraient. Et depuis qu'on a fait ça, c'est à peu près 2015, on a eu de temps en temps, parce qu'on a mis aussi une adresse avec un ex-libris, comme les livres avaient tous un ex-libris Bibliothèque Schloss Plate, on a eu des retours en disant, voilà, en rangeant la maison de mes parents, on a retrouvé dans le grenier des livres avec l'ex-libris du château de Plate. Est-ce que vous savez, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous pourriez nous expliquer? On nous demande plein de choses des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Donc, en partie, ma démarche, ça a été essayer de pouvoir comprendre pourquoi ces livres ont été pareillement éparpillés. Parce que le gros de la collection se trouve en Pologne, mais il y a aussi beaucoup de livres qui ont été pris, dont les gens se sont servis sur les étagères d'une bibliothèque et ont emporté un livre qui les a accompagnés pendant plusieurs années. Il y a ce témoignage que j'ai trouvé très, très touchant d'un soldat de l'armée en déroute qui, en 1945, passe une nuit dans ce château vide, se sert sur les étagères de la bibliothèque d'un psautier, donc d'un livre de psaumes en allemand. Et puis ce livre l'accompagne, ça devient une espèce de talisman, il le lit et ce livre l'aide à survivre et à vivre. Et il quitte l'Allemagne, il va refaire sa vie en Suède et dans les années 70, il se dit mais au fond ce livre, il appartenait à quelqu'un. Et donc il fait des recherches et il retrouve la trace de mon beau-père et il lui réexpédie le livre en lui disant merci de m'avoir prêté ce livre. Mais je vous le rends, mais ce livre a pris de l'importance pour moi et je trouve ça c'est des histoires absolument fabuleuses. C'est l'importance des livres et l'importance des livres dans des situations existentielles. Ouais, et vous en avez eu beaucoup des retours comme ça au fil des années ou vraiment c'est marginal des livres qui ont été retournés ou autre ça Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont recontacté à ce sujet ou... Peut-être 5 ou 6. Et du coup, depuis que vous avez sorti ce livre, est-ce qu'il y en a eu plus? Alors, pas du tout, parce que le livre n'a paru qu'en français. Je ne crois pas qu'il y a des livres ici à Toulouse. Alors, à Toulouse, peut-être pas, mais il n'y a aucun livre qui a traversé les frontières françaises à votre connaissance? Pas que je sache. Ça serait drôle. Je vais m'attendre quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, bonsoir. Première petite question, juste simple et technique, c'est j'aimerais savoir, en gros, par rapport au catalogue initial dont vous disiez qu'il y avait à peu près 16 000 ouvrages, quelle est la proportion qui existe encore, qui est plus ou moins répertoriée, quoi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est plus une réflexion générale. Vous parliez du fait que cette recherche avait pris une dimension européenne en quelque sorte, mais j'aimerais aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en gros on est à la espèce de jonction entre le domaine privé et le domaine public, parce que cette bibliothèque finalement, dans ce que vous racontiez, c'est pas toujours très clair à quel moment les ouvrages rentrent dans le domaine public, c'est-à-dire deviennent propriété d'un musée, etc., ou bien restent encore propriété de personnes privées, de la famille. Et je trouve que cette espèce d'ambiguïté, elle est aussi dans votre propre travail, c'est-à-dire que vous êtes vous-même, comme vous disiez, en quelque sorte neutre par vos origines, mais aussi par votre travail d'historienne, mais en même temps vous êtes impliqué familialement et directement. Et j'aurais aimé vous questionner sur ce que ça pouvait
avoir induit, en particulier sur le plan humain, d'être à ce point concerné personnellement par cette histoire. Alors, la première question, il y avait à peu près 16 000 livres qui étaient répertoriés dans le catalogue, mais il y avait aussi des cartes et des pièces de monnaie, donc 16 000 livres. Et à Lodz, dans la bibliothèque universitaire de Lodz, il y en a 13 000. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une grande partie de la bibliothèque qui existe encore. Les livres existent dans un autre contexte. Quant à votre deuxième question, moi, j'ai un point de vue vraiment d'historienne je me suis intéressée à cette histoire parce que j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé, mais il n'y a pas, ni dans la famille, ni encore moins de ma part, de désir de se réapproprier quoi que ce soit. Mais s'il y a une réappropriation, elle est plutôt au niveau symbolique, c'est-à-dire de comprendre ce qui s'est passé. Comprendre ce qui s'est passé et de pouvoir en témoigner et de pouvoir aussi raconter cette histoire avant 1939, avant la guerre. Donc, bien sûr, c'est ambigu, mais si vous voulez, ces livres, maintenant, ils appartiennent à la bibliothèque universitaire de Lodz, ceux qui sont répertoriés. D'autres sont en Russie. Certains, j'ai pu identifier un volume de Sibylla Maria Merian qui se trouve à Novosibirsk, en Sibérie. D'autres sont à Moscou et appartiennent à la Fédération russe. Donc il n'y a pas, au terme de propriété, c'est assez clair en fait. Il n'y a pas tellement d'ambiguïté. Juste une question. Un livre de Voltaire avec les notes aussi intéressantes que, comme vous le décrivez, ça peut être aussi un projet d'édition, il me semble. Oui. Non ? Oui, absolument. Vous y pensez ? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres dans ce genre ? Oui, il y en a. Il y a beaucoup. C'est pour ça que moi, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler de manière plus régulière avec cette bibliothèque en Pologne. Et donc, j'essaye de monter des projets de recherche autour de ça, parce qu'il y a toute une histoire de la lecture, une histoire des lecteurs qu'on pourrait faire autour de cette bibliothèque. Puis l'autre axe de cette bibliothèque qui est très intéressante, c'est tous ces livres français du XVIIIe siècle, d'éditeurs aussi français qui se trouvaient à Berlin. Je pense à Étienne de Bourdeux. C'était des grands éditeurs français qui éditaient à Berlin. Et ça, c'est aussi un domaine de recherche que je trouve passionnant. Donc non, il y a beaucoup à faire pour les historiens du livre et pour les... Voilà, j'y pense absolument. C'était un petit peu le sens de la question que j'avais en tête aussi, mais j'en aurais une deuxième. Est-ce que le fait de travailler sur ces bibliophiles passionnés et sur le rapport au livre singulier qu'ils cultivaient, je pense à Karl en particulier, je trouve qu'il y a des pages très saisissantes où tu montres bien qu'il a parfaitement conscience que tout est en train de s'effondrer autour de lui. Et pendant ce temps-là, il fait ses fiches, il fait son catalogue. Et il y a quelque chose d'à la fois magnifique et dérisoire, en fait, dans cette manière. Il est extrêmement lucide. Et d'un autre côté, il se dit, en fait, la seule chose qui me reste à faire, c'est de continuer... Enfin, même si, dans le contexte de cette fuite tragique, on voit bien qu'il donne la priorité aux gens, effectivement, et donc à l'humain. Mais qu'est-ce que ça... cette importance, cette espèce d'obsession pour il faut protéger la bibliothèque, il faut la garder. Qu'est-ce que... dans ton propre rapport aux livres, aux objets du savoir, quelle réflexion ça a fait naître J'avais un peu un rapport ambivalent à son attitude, parce que j'avais étudié ce qui se passait autour. Lui était privilégié, c'était le comte Bismarck Austen dans son château. À côté, il se passait des choses terribles. La population juive avait été maltraitée, les gens avaient été emportés, on ne savait pas très bien où. Il se passait des choses terribles et lui avait un peu, mais c'était un homme âgé. Mais j'étais toujours en train de me dire, mais pourquoi il n'agit pas, pourquoi il ne fait pas quelque chose ? Et
j'avais l'impression, en fait, que cette bibliothèque, c'était comme un domaine qu'il pouvait maîtriser, qu'il pouvait contrôler, et qu'il se sentait avant tout impuissant. Et que c'était un refuge, c'était vraiment devenu le refuge tel que ça l'avait été au début du XVIIIe siècle. C'était l'idée d'un lieu qu'on arrive à contrôler quand le monde s'effondre. Et je me rappelle d'avoir eu une discussion avec Bruno Pellegrino qui m'a relu pour les éditions Zoé, qui est un auteur aussi. Et je lui avais dit, c'est quand même étrange ce comportement, le monde va tout droit dans le mur, il se passe des choses terribles autour de lui, et lui est tout à ses fiches, à ses références bibliographiques, et il rajoute encore une notice sur le livre untel, machin. Et puis Bruno m'avait répondu, moi je le comprends très bien, est-ce que c'est pas tout ce qu'on fait? Et c'est vrai, bon, on vit pas à l'heure de la catastrophe de 39-45, mais on est tout le temps en train de devoir faire abstraction de choses qui se passent autour de nous, et à se concentrer sur un domaine qu'on arrive à gérer. Et peut-être que la bibliothèque, c'était ce qu'il arrivait à gérer, et il avait une vie assez dramatique. Il avait perdu 2 enfants, le 3e était sur le front russe, il était malade, enfin, il avait ses soucis à lui, mais je pense que la bibliothèque, et l'ordre de la bibliothèque, était ce qu'il arrivait encore à gérer, et le reste le dépassait. Donc c'était aussi une forme d'impuissance. Est-ce que vous pensez qu'au moment du départ, il avait conscience que c'était la fin? J'en suis absolument persuadée. Et je sais même qu'il a considéré rester sur place. On se dit, il savait très bien que pour sa classe, ça voulait dire d'être fusillé immédiatement contre un mur par l'armée rouge. Mais il s'est dit, je dois essayer de transmettre quelque chose. Et donc cette histoire des catalogues, c'était quand même quelque chose, c'est un geste important de partir avec le catalogue de sa bibliothèque. Permettre, c'est pas vraiment une question, c'est une réflexion que votre conférence m'inspire. Vous donnez à voir la partie est de l'Europe avec tous ces mouvements, tous ces changements de frontières, etc., donc son instabilité. Et donc, par opposition avec une position comme celle que moi je ressens, qui est celle de gens qui ont un discours national qui finalement me paraît vachement structuré, stable, etc. Et qui m'évoque quelque chose qui m'a plus intéressé dans ces dernières années, qui est tout le marasme et l'instabilité du Moyen-Orient, où de la même façon, je pense, les gens sont incapables de bâtir un roman national comme nous on le fait. Et je trouve qu'il y a des similitudes, hein, c'est-à-dire qu'en gros, nous, on fait un peu figure d'exception à croire que notre peuple et notre nation, elle est stable et qu'elle a des origines si nettes, etc. Et voilà, enfin, je trouve ça très intéressant qu'à travers cette bibliothèque, on ait accès à cette perception du chaos du monde, en quelque sorte. Oui, merci. Oui. Et en effet, l'Allemagne est apparue comme relativement tard sur la carte. Il y avait avant des duchés, des principautés, c'était une mosaïque d'États jusque finalement en 1870. Il y a pas quand on compare avec l'histoire française, c'est tout à fait autre chose. Donc effectivement, vous avez parfaitement raison. Est-ce que ça a fait naître chez vous des questions sur les réflexions de l'héritage intellectuel, de comment ça se transmet et comment ça, finalement un héritage intellectuel et culturel se disparaît de faire cette enquête aussi? Oui, en fait j'enseigne à l'université, puis je pense que c'est pas tout à fait le cas en France, il faudrait voir, mais j'ai l'impression que l'histoire et la littérature sont un peu en perte de vitesse. C'est des combats difficiles en ce moment. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'une collègue qui enseigne la littérature française à Nottingham, en Angleterre, et elle est désespérée parce que tout le département de langue moderne va être fermé. Donc il y a une crise en anglais on dirait humanities, en allemand on dirait Geisteswissenschaft, en français je ne sais pas, l'histoire, enfin je pense que la France se porte plutôt bien par rapport à l'Allemagne et à l'Angleterre et les États-Unis avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc oui, ce livre c'est aussi une tentative d'expliquer à un public plus large que celui que j'ai d'habitude quand j'écris des textes universitaires,
d'expliquer l'intérêt de la recherche et de l'histoire, en fait. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a une dernière interrogation du public? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous avez écouté Vanessa de Sénart-Clans autour de la parution de son livre La bibliothèque retrouvée aux éditions Zoé, à la librairie Ombre Blanche, mardi 18 novembre 2025, lors d'une rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.